Donc, vous avez le choix entre l'installation d'Ubuntu sur votre machine virtuelle, telle que je l'ai présentée. Lui, il vous donne une interface conviviale, ou bien vous utilisez ce logiciel-là. Je vais voir ça en ligne. OK. C'est en fait un utilitaire. Lui, vous l'installez et vous avez accès à votre environnement Linux simplement en invite de commande. OK. Donc, vous avez accès à cela en invite de commande. Du coup, pour ceux qui ont du mal à... Peut-être si votre machine est lente, OK. Si votre machine est lente et puis elle ne peut pas supporter l'exécution d'une machine virtuelle, vous pouvez installer SideWing. This is the home of the SideWing project. OK, bref. Donc, il va vous présenter comment installer. Lorsque vous faites son installation, il vous demande de télécharger soit le 32 bits ou bien le 64 bits. Après avoir fait cela, vous aurez un répertoire. Dans ce répertoire, vous aurez un fichier .bat pour ceux qui sont sur Windows. Et quand vous cliquez sur ce fichier .bat, il vous offre l'invite de commande. Et cette invite de commande va accepter vos commandes Linux. Okay. Bon, c'est vous qui devez installer, certaines de ces commandes-là. Certaines de ces commandes n'existent pas. C'est vous qui devez les installer. OK. Mais en cliquant sur Setup, il vous donne la possibilité de choisir les packages que vous souhaitez installer. OK. Je vais vous montrer le répertoire, par exemple le dossier après installation. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un dossier Windows. En fait, ça ressemble à un dossier Linux. OK, voici le dossier après installation. Donc, quand vous finissez d'installer SideWing, vous avez ce dossier-là et en cliquant sur ce fichier .bat, vous avez pratiquement votre environnement Linux, mais sous forme uniquement l'invite de commande. Donc, puisqu'on fera tout sur l'invite de commande, vous pouvez utiliser ceci. Est-ce que c'est clair? OK. Yeah. Donc, soit la machine virtuelle ou bien ce petit utilitaire-là, puisqu'il s'agit de faire juste les tests sur un environnement Linux. Donc, je reviens sur mon invite de commande qui est en fait sur Windows, mais grâce à cet utilitaire, j'ai comme l'impression d'être sur Linux. Vous voyez que votre commande PS passe. Je ne sais pas si man passe également. Ouais, vous voyez que ça donne le feeling d'être sur Linux. Mais si vous êtes sur Windows, vous avez juste cette invite de commande. OK, pratiquement, ça a l'air de prendre le temps. Bon, voilà ça. OK, en fait, ça te rappelle quand même que tu n'es pas sur un environnement Unix complet. OK, donc, nous étions sur le point de tester notre programme que nous avons écrit. OK. Et là, je crois que c'est ici, c'est -O. OK, je ne devais pas ajouter le point. C'était une erreur. OK, là, ça a compilé. OK, là, ça a compilé. Et si vous êtes en C, si vous voulez compiler, vous faites JCC suivi du nom du fichier, .C, .O, suivi du fichier en sortie. Donc, après cela, je me retrouve avec le fichier texte .exe qu'il suffit d'appeler. Et là, quand j'appelle, vous voyez qu'il dit « Je suis le père » avec
PID 752 et là, je suis le fils avec le PID 753. Il y avait une structure if-else, mais le if-else ne signifiait pas l'exécution exclusive d'une des branches parce qu'on s'attend à ce que dans un if-else, qu'il y ait l'exécution d'une seule branche. Mais dans le cas de création de processus, ce n'est pas l'exécution d'une branche. En fait, le père va se charger d'exécuter cette branche et le fils va se charger d'exécuter cette branche. Donc, vous vous retrouvez avec deux exécutions. Donc, on aura des exercices où je vous demanderai, par exemple, d'écrire un programme, par exemple, qui fait il y a des fonctions comme, supposons qu'on vous demande de faire la somme des n premiers nombres. Okay. Vous pouvez décider de créer deux processus, n'est-ce pas? Le premier processus va s'occuper de faire la somme de n divisé par deux nombres, c'est-à-dire qu'il s'occupe de faire la somme de la moitié de vos nombres et un autre processus s'occupe de faire la somme de l'autre moitié et à la fin, on fusionne ces deux-là. Okay? Donc, en quelque sorte, si je fais, j'ai peut-être somme de i allant de 1 à n. Je vous demande de faire la somme de i allant de 1 à n. Cela revient à faire la somme de i allant de 1 à n divisé par 2 plus la somme de i allant de n divisé par 2 à n. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez séparer, vous pouvez diviser l'exécution de cette fonction en deux. Et ces fonctions peuvent être réalisées par deux processus. En fait, il est important de connaître ça parce que cette façon d'écrire les programmes sont réalisés lorsque vous avez des calculs qui demandent des exécutions en parallèle. Okay? C'est-à-dire que des exécutions en parallèle, par exemple, la multiplication de deux matrices, vous pouvez distribuer ça sur plusieurs CPU. Du coup, vous vous retrouvez avec deux ou trois processus. Parce que nous avons dit au début que le processus vous permet de faire abstraction du processeur physique. Vous pouvez donc avoir deux ou trois processus qui vont se charger de faire des multiplications partielles et à la fin, vous fusionnez. Donc, comme ça, vous êtes en train de, en quelque sorte, booster, par exemple, la multiplication de deux matrices. Okay. Donc, il y a des applications de ce code-là pour bénéficier en quelque sorte de la performance de plusieurs CPU. Okay. Donc, voici le code que j'ai écrit. J'ai fait 4. 4 permet d'afficher le contenu d'un fichier. C'est une commande Linux. Donc, je fais 4 et puis j'ai dit si c'est égal à 0, alors dis je suis le père. Si c'est différent de 0, je dis je suis le père. Si c'est égal à 0, je suis le fils. Je peux rappeler ce même code-là plusieurs fois. OK? Vous voyez ici, regardez ce qui s'est passé. La prochaine exécution a exécuté le fils avant le père. Parce que vous voyez, la première exécution, c'était je suis le père, ensuite c'est passé au fils. Okay? Et la deuxième exécution, c'était je suis le fils, ensuite je suis le père. C'est très important de voir que à un instant donné, le processeur peut donner la priorité au fils. Ensuite, il donnera la priorité au père. Vous voyez, et il s'agit en fait du même exécutable, puisque je n'ai pas recompilé. Il s'agit du même point exé. Et la même exécution a produit pas de résultats différents, mais l'enchaînement des exécutions a été complètement différent. On a exécuté le else
avant le if. Monsieur, Ouais. monsieur, l'enchaînement des exécutions, là, ça se fait aléatoirement. Justement, ça dit que ça dépend du processeur. Parce que après cette exécution-là, après cette exécution, le processeur se retrouve avec deux processus. Okay? Le processeur se retrouve avec deux processus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut exécuter son algorithme soit en fonction d'une priorité. Il décide de donner la main, premièrement, au processus fils, parce qu'il se retrouve avec P1 et P2. Donc, la décision que le processeur prend, ça peut pas, on ne peut pas déjà prédire à l'avance quel sera le comportement du processeur. Donc, je ne peux pas dire que c'est aléatoire puisqu'il y a des algorithmes d'ordonnancement. Okay? On va voir plus tard les algorithmes d'ordonnancement qui sont implémentés. Okay? Donc, il y a des algorithmes d'ordonnancement qui permettent de dicter au processeur le comportement à tenir. Je ne sais pas si je répondais à la question, mais le mot aléatoire, on peut peut-être dire que aléatoire fait aussi partie d'un algorithme d'ordonnancement. Tu peux décider de donner un ordre aléatoire. C'est aussi un algorithme d'ordonnancement. Mais il y a des algorithmes plus sophistiqués pour ordonner les processus. Nous allons les voir plus tard. Donc, ça, c'était la présentation du processus. On aura des TP qui vont porter sur des fonctions à écrire. Et ces fonctions doivent être exécutées soit par le fils, soit par le père. Le fils doit attendre le résultat. Le père doit attendre le résultat du fils, ainsi de suite. Okay? Ça va être beaucoup plus dans les calculs, peut-être les fonctions à réaliser. Le père va créer plusieurs processus, demander au processus de faire les tâches et lui, il se charge de collecter les résultats des processus fils et puis faire un traitement qui s'ensuit. Donc, je ne sais pas si la notion de fork a été bien comprise. Donc, c'est là la notion de fork. On pouvait utiliser les slips. Les slips, c'est juste une façon d'imiter la notion de blocage. OK. La notion de blocage, c'est juste pour dire que le processus s'endort pendant 10 secondes. Vous pouvez faire s'endormir pendant 10 secondes. Mais là encore, regardez que supposons que le processus fils doit traiter un résultat et envoyer au père. OK? Quand il fait exit et il passe en paramètre les valeurs qu'il souhaite envoyer au père. Vous pourriez dire que je vais mettre un slip au niveau du père afin d'attendre le fils. Mais si vous mettez par exemple slip de 10 pour dire que le père attend pendant 10 secondes, si le code exécuté par votre fils fait moins de 10 secondes, il n'y a pas de souci. Okay? Après les 10 secondes, le père va récupérer le résultat renvoyé par le fils. Mais ce n'est pas toujours vrai que votre processus fils prendra, par exemple, 10 secondes. S'il prend moins, vous aurez en fait une perte de temps, puisque le processus père aurait pu continuer immédiatement lorsque le processus fils est terminé et lui a peut-être envoyé le résultat. Donc, il y a des méthodes plus sophistiquées qui permettent d'attendre un processus fils qu'on a peut-être créé. Donc, on n'utilise pas vraiment sleep pour bloquer un processus. C'est vraiment juste pour des notions d'imitation ici. OK. Dans l'hiérarchie de processus sur Linux, vous avez le processus primitif, nous l'avons dit, c'est le processus 1 qui est créé par votre système, OK? Et il est le processus qui crée tous les autres systèmes, tous les autres processus, pardon. Si vous voulez accéder au processus du père, vous faites get PPID. Okay, donc, quand il fait get PPID, j'ai accès au processus, au numéro du processus parent plutôt. J'ai accès au PID, au processus, à l'identifiant
du parent, du père. Si je fais get UID, je vais avoir accès au processus auquel, enfin, à l'ID du processus auquel appartient le processus en cours. Regardez que quand vous êtes sur Linux, vous êtes un utilisateur, vous appartenez, vous avez un ID utilisateur, c'est-à-dire que je suis l'utilisateur T1, je me suis connecté, il y a un processus qui va permettre de créer tous les autres processus que l'utilisateur donné réalise. Parce que vous avez l'utilisateur root, pour ceux qui sont qui ont utilisé Linux. Le super utilisateur, c'est l'utilisateur root. Donc, il a son process ID. Si moi, je me connecte, j'aurai également mon process ID. Une autre personne peut se connecter. Donc, plusieurs utilisateurs auront le process ID. Si vous faites get UUID, il va vous renvoyer à quel processus utilisateur ce processus appartient. OK? Il va renvoyer l'ID. OK? Nous sommes dans le cas de l'ID. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je faisais mes tests sur Linux, là, il avait affiché root et il avait affiché l'utilisateur Paul, pour ceux qui ont été un peu vigilants. Vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait le root et wow, là, je vois qu'il y a toujours... OK, OK, vous voyez qu'ici, vous avez l'utilisateur Paul, vous avez l'utilisateur Paul, et puis ici, plus haut, vous avez l'utilisateur root. OK, donc ça, c'est le super admin dans les systèmes Unix. Donc, il y a la commande getPID si vous voulez connaître le processus parent, l'ID du processus parent. OK, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'interaction entre les processus. Remarquez que pour la synchronisation entre un processus père et un processus fils, n'est-ce pas? Le fils termine son exécution avec exit et il passe en paramètre un statut. Le statut est un code de fin par conversion 0 si normal, sinon code indiquant une erreur. Donc, vous pouvez faire exit 0, OK, ou bien exit avec un code d'erreur. Un processus peut attendre la fin de l'exécution d'un processus fils. Ce que je disais tout à l'heure. Il peut attendre la fin de l'exécution d'un processus fils par la primitive wait. Donc, il peut faire wait et passe en paramètre un pointeur vers un entier. La variable pointeur vers un entier va permettre de récupérer le statut. OK? Et wait PID renvoie le PID du fils. Donc, quand je fais wait, je passe en paramètre une variable qui va permettre de stocker la valeur retournée par le fils. Mais en même temps, le wait va me dire quel est le processus, quel est l'ID du fils qui a renvoyé cet entier-là. Vous voyez que je récupère la valeur envoyée par mon fils dans la variable pointeur vers un entier. Maintenant, comment est-ce que parce que je peux avoir plusieurs fils. OK? Je peux avoir plusieurs fils qui ont renvoyé plusieurs valeurs. Maintenant, au niveau du père, avec wait, comme wait me renvoie le PID du fils qui a rempli la variable pointeur vers un entier, je peux donc retrouver de quel fils est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez un peu l'approche là? Parce que vous pouvez avoir plusieurs fils que vous avez créés et chaque fils se charge de faire une tâche bien précise. Et plus tard dans le père, vous voulez récupérer les résultats qui sont réalisés par les processus fils. Vous pouvez les identifier avec le retour de la fonction wait. Ça, c'est un aspect. Okay. Donc, on peut utiliser wait PID
en passant par mettre le pointeur vers un entier. Mais on peut également passer le PID du processus qu'on veut attendre. Donc, si vous faites wait et vous passez simplement un pointeur vers un entier, n'importe quel processus fils qui se termine, il va capturer sa valeur de retour. Okay? Par contre, si vous mettez PID et vous mettez, si vous mettez deux arguments, vous êtes en train de préciser quel est le processus fils que vous attendez spécifiquement. Donc, ceci permet de spécifier quel processus fils on attend. OK. Donc, si j'ai deux processus fils, je peux utiliser deux fois wait. Le premier wait va être exécuté, va permettre de récupérer le premier fils. Le deuxième wait va permettre d'exécuter le deuxième fils qui sera terminé. Ou bien, j'utilise wait PID et je précise quel fils est-ce que j'attends. Lorsque le fils que j'attends aura terminé son exécution, la variable qu'il va retourner sera stockée dans la fonction pointeur vers un entier. OK. Donc, envoyer un signal à un autre processus, on peut... il y a un tableau là que je vais essayer de fournir dans la version PDF qui liste les signaux. Comment est-ce qu'un processus peut envoyer un signal? Il y a plusieurs types de signaux que le processus peut envoyer. OK. Donc, on a déjà vu le signal kill, OK, qui permet de tuer un processus en spécifiant son PID. Donc, si vous faites kill, ça permet de tuer un processus en précisant son PID. Vous pouvez faire attendre un processus avec sleep ou bien avec pause. Vous voyez que pause va se bloquer jusqu'à la réception d'un signal. Maintenant, il peut y avoir plusieurs signaux. Peut-être si vous faites souvent les CTRL-C, peut-être si vous êtes sur l'envie de comment vous faites un CTRL-C, il s'agit d'un signal que vous envoyez. Donc, avec pause, on peut se bloquer jusqu'à la réception, par exemple, d'un signal. Il y a aussi le signal, par exemple, sur un clavier, ainsi de suite. Donc, il y a des signaux qui peuvent être envoyés par le processus fils. Okay. Et le processus peut attendre un signal bien précis. Donc, la liste des signaux, je vais les préparer et puis vous fournir cela dans la version TP. Je vais voir s'il peut... process signals. Yeah, ils ont montré, ils ont déjà présenté CTRL-C, effectivement. Ouais. Et là, c'est... OK. Alors, si vous tapez en ligne signal, operating system signals, vous allez avoir la liste des signaux qui peuvent être transmis entre la liste des signaux entre plusieurs processus. OK, nous allons revenir sur ça plus tard, parce que c'est une liste. Je ne sais pas si vous pourrez trouver la liste exhaustive, mais vous pouvez faire des recherches sur cela. La synchronisation, nous l'avons dit, entre le père et le fils, quand un processus se termine, il délivre un code de retour, paramètre de la primitive exit. Par exemple, exit 1 donne un code de retour de 1. Un processus peut attendre la fin d'un ou de plusieurs fils en utilisant wait. Nous avons dit cela. Tant que son père n'a pas pris connaissance de sa terminaison par l'une de ses primitives, un processus terminé reste dans un état dit zombie. Donc, vous avez le processus zombie. Un processus zombie ne peut plus s'exécuter, mais consomme encore des ressources. Il faut éviter de conserver des processus dans de tels états. Donc, il faut éviter les processus zombies
Un processus zombie, c'est un processus dont le père n'a plus connaissance de son existence. Okay? Quand le père n'a pas pris connaissance, n'a pas connaissance de son existence, on dit que votre processus est en état de zombie. Tant que son père n'a pas pris connaissance de cette émission par l'une de ses primitives, un processus terminé reste dans un état dit zombie. OK, on a utilisé wait and wait PID dans les TP. Donc, vous avez ici un exemple d'un processus qui est en état zombie. Tout simplement parce que le père, lui, se met dans une boucle infinie dans l'attente de votre fils, dans l'attente du fils, mais le fils ne signale pas au père qu'il est en fait... c'est-à-dire que le père ne s'est pas mis en attente du fils. OK? Parce que normalement, il doit attendre le fils en mettant un wait. Okay? D'attendre le fils en mettant un wait. Lorsque ce n'est pas le cas, on dit que votre processus est en état zombie. Okay? Donc, chaque fois qu'il y a un père et un fils et que votre fils se termine avec exit, il faudrait forcément signaler au père la fin de l'exécution du fils en ajoutant une instruction wait. Vous pouvez simplement écrire wait ou bien wait et vous précisez l'ID du processus qu'il faut attendre. Okay? Il doit avoir autant de wait que de processus fils créés. Parce que pour chaque wait, on capture la fin de l'exécution d'un processus fils. Or, on ne capture jamais cette fin d'exécution. Okay? Donc, vous vous retrouvez avec un processus qui est en état zombie. Donc, votre fils devient complètement un processus zombie. Ici, c'est avec l'exécution des signaux. Okay? Ici, c'est avec l'exécution des signaux. Je peux faire un wait parce que j'attends mon fils. Et là, je précise la variable dans laquelle je stocke la valeur de retour de mon fils. Et là, le fils ici va faire un exit de 1. OK? OK. En fait, ici, vous avez le fils, en fait, se trouve dans un... Qu'est-ce que c'est là? Votre fils peut être dans un état zombie lorsque il a renvoyé le résultat, mais votre père ne l'a pas encore capturé. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une période là où ça correspond normalement à cette figure-là, où le wait se situe après, à une durée quelconque de la fin. C'est-à-dire que votre fils a déjà renvoyé un résultat, mais ce résultat n'est pas encore capturé par le père. Donc, on dit à cette période-là, il est en état zombie. Je ne me retrouve plus dans cet exemple-ci.
OK, je crois qu'on va revenir sur l'utilisation des signaux. Là, pour mieux comprendre l'exemple du phoque, cet exemple de... OK. Exécution d'un programme spécifié. Ici, c'est juste les commandes qui existent sur Linux. Vous pouvez décider d'exécuter une commande donnée par un autre processus en appelant la primitive exe. La primitive exe a plusieurs variantes. Okay? Il y a exe avec L, il y a exe avec V. Et ainsi de suite. Je crois que chaque variante a une légère différence. Donc, si vous parcourez une documentation sur l'utilisation de exe, vous allez voir la différence qui existe entre les différentes variables. Donc, si j'utilise, vous voyez ici, diverses variantes d'exe existent selon le mode de passage des paramètres. Donc, si vous voulez passer un tableau, une liste ou bien des passages de variables, vous pouvez utiliser une variante donnée d'exe. Okay? Parfois, je peux décider de passer une liste d'arguments. Alors là, j'utilise une certaine variante d'exe. Pour cela, il faut vraiment se référer à la documentation d'exe pour connaître son utilisation. Mais si j'ai par exemple la commande PS que je souhaite exécuter, sur l'invite de commande, je peux exécuter PS. Okay? Mais quand je suis par exemple en langage C, comment est-ce que j'exécute PS dans le langage C? C'est en appelant la fonction exe et l'une de ses variables. Donc, si j'ai des arguments que je veux passer à exe, par exemple, des arguments comme AX que nous avons passé précédemment, je peux lister ces arguments-là à la fonction exe. Il y a différentes